Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Alors, le face-à-face, un livre vraiment étonnant, Ève Wagerland. D'abord, courageux, parce que c'est pas un prof ne devrait pas dire ça. Je sais que c'est le titre du livre aux éditions de l'Artilleur. Et je recommande parce que, justement, un prof devrait dire ça. Un prof qui est courageux et qui dit les choses, qui n'a pas peur de dire les choses, devrait dire ça. Et je dois dire que votre livre m'a... Dieu sait s'il y a eu des livres sur l'enseignement, sur les professeurs, etc. Mais ce qui est très intéressant dans votre livre et vraiment passionnant, c'est que vous êtes agrégé de lettres et comme vous dites, vous n'enseignez pas simplement dans des lycées ZEP, LEP, etc. Vous enseignez dans les lycées où tout le monde, je dirais, voilà, met ses enfants, etc. Et vous racontez ce qui se passe. Et je dois dire, je l'ai lu ce week-end, j'ai été scié, quoi. J'ai été scié parce que je me dis, bon, on sait qu'il y a des choses en vie de classe, mais vous ne cachez rien. Vous dites, voilà, moi, c'est mon quotidien. Ça fait 10 ans, je crois, que vous êtes professeur, vous êtes agrégé de lettres, donc vous êtes professeur de littérature, enfin, enseignante, je dirais, en littérature. Et vous racontez tout. Vous racontez ce qui se passe pour les profs, les conseils de classe, le niveau des élèves, les parents d'élèves, les sanctions, l'impunité, le wokisme, le gauchisme. Vraiment, vous n'épargnez rien. C'est du sniper à répétition. Et franchement, alors, Ève Wagerland, ça se passe vraiment comme ça? Ah oui, je le pense, sinon je ne l'écrirais pas. Mais effectivement, je pense que ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est sortir de la théorie en passant par l'anecdote. Et je pense j'espère toucher un maximum de monde comme ça, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de ce qui se passe. Et surtout, malheureusement, beaucoup de gens, je crois, se mentent un petit peu et préfèrent croire que les réalités qu'on évoque régulièrement à propos de l'éducation nationale, la violence ou même le niveau effarant... l'absence de connaissances et le manque d'instruction, les gens préfèrent se dire que c'est réservé à certains types d'établissements, en tout cas c'est pas dans l'établissement de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Or, c'est très généralisé. C'est très généralisé. C'est vraiment général. Non, c'est ça qui m'a frappé, parce que en général, on parle de ça, on dit oui, mais c'est les quartiers en difficulté, les quartiers difficiles, etc., etc. Alors la plupart des gens se disent oui, mais ça me concerne pas, ça concerne pas mes enfants, mes petits enfants. Or vous dites pas du tout. Non, pas du tout, parce que premièrement, en ce qui concerne la violence, qui est la chose qui effraie évidemment le plus. Avec le jeu, je peux le remonter peut-être. Oui, bien sûr, n'hésitez pas. Le jeu des exclusions. Eh bien, vous savez qu'un élève n'est jamais véritablement exclu. Il est toujours recasé dans un établissement. Donc, avec ce système-là, vous pouvez avoir un élève en fait petit délinquant, repris de justice. Absolument dans n'importe quel établissement, y compris un établissement sécurisant que vous avez soigneusement choisi pour votre enfant en contournant la carte scolaire. Donc ça peut être absolument partout. Oui, bien sûr. La carte scolaire, voilà. Tout va bien. Oui. Donc ça, c'est une réalité. Ensuite, l'idéologie que je dénonce dans le livre, alors elle est absolument partout. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Et l'idéologie, quoi, woke. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui, le wokisme, on pourrait tout aussi bien l'appeler la tyrannie des minorités ou la culture de la repentance. On pourra en reparler. Mais je voulais revenir aussi tout simplement sur en fait l'impossibilité d'instruire. Celle-là est extrêmement généralisée aussi. En fait, moi, j'ai envie de demander aux gens de faire un test avec les adolescents de leur famille, qu'ils leur demandent de citer une grande bataille de Napoléon, un titre d'un grand roman de Balzac. Pour ceux qui font de l'espagnol, peuvent-ils donner l'auteur du Don Quichotte? Même pour ceux qui font de l'espagnol. Oh oui. D'accord. Peuvent-ils faire une phrase de base en anglais, etc. Il faut poser la question et se mettre face à la réalité. Qui était Danton, qui était Socrate? Ça, je peux vous assurer qu'on donne le bac à beaucoup de gens qui ne savent pas ces choses-là. C'est assez, aujourd'hui, voilà, c'est le paysage désertique du Sahel éducationnel français, c'est vraiment intéressant. On en reparle tout de suite après cette petite pause. Et oui, le face-à-face continue sur Sud Radio. Réagissez et posez vos questions à Ève Wagerland au 0826 300 300. On attend vos appels. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je le dis pas souvent, un livre bombe. Un livre vraiment qui raconte ce qui se passe dans l'éducation nationale, en tout cas dans plusieurs secteurs de l'éducation nationale. Ça s'appelle Un prof ne devrait pas dire ça. C'est Ève Waguerland et c'est aux éditions de l'Artilleur. Alors Ève Waguerland, quand même, je dois dire, vous parlez du savoir. Et à un moment donné, vous dites quand même des choses très précises. Et je trouvais quand même que c'était gros, ça. Vous disiez, par exemple... pour donner une idée du niveau d'appauvrissement auquel on peut avoir affaire, je prendrai l'exemple d'une classe de seconde générale dans laquelle une élève s'était scandalisée à grands cris de ce que j'avais écrit des dates à l'envers au tableau. Il s'agissait des dates de naissance et de mort d'un personnage de l'Antiquité, né avant Jésus-Christ, évidemment, du style Platon, 428, 348 avant Jésus-Christ. Comment qu'est-ce que ça veut dire avant? Et la jeune fille a mis un quart d'heure avec mes explications à comprendre pourquoi les chiffres n'apparaissaient pas encore en ordre croissant. Et puis vous allez plus loin quand même. Là, j'ai trouvé, mais je ne dis pas possible, elle invente, Ève Waguerland. Au sujet de cette histoire des dates avant JC, il peut d'ailleurs être bon de vérifier à tous les niveaux si tout le monde a conscience de la signification des initiales. JC, c'est quoi? C'est Jules César? C'est Jacques Chirac? C'est Jackie Chan? Vous allez quand même fort, non? Non. Non. Je vous assure qu'au lycée, il faut vérifier. Ils ont conscience de ce que signifie le Même JC. en seconde ou en troisième? Ah oui. Là, si vous avez une élève de seconde qui ne comprend pas pourquoi les chiffres, les dates d'un auteur de l'Antiquité sont présentées en ordre décroissant, et qui s'indigne en plus, parce que c'est cette attitude aussi toujours de défiance et d'agressivité qui est très difficile à vivre quand on est enseignant. C'est que les élèves, quand ils ne comprennent pas quelque chose, au lieu de poser la question ou de se dire mince, je ne comprends pas quelque chose, ils ont une attitude extrêmement vindicative et agressive en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est pesant au quotidien. Mais d'où vient cette agressivité que vous qualifiez de permanente? Oui, je pense qu'il y a une absence de respect pour le savoir, en fait, du fait qu'il n'y a aucun enjeu et qu'on ne transmet pas le respect de ça à l'école. Et oui, c'est une réaction. Comme ils sont très peu ouverts d'esprit, quand ils sont mis face à quelque chose qu'ils ignorent, ils réagissent par l'agressivité. Ah oui, et c'est, je dirais, quotidien, enfin c'est coutumier. Oui. Il n'y a pas de modestie, d'humilité, de se dire j'ignore quelque chose, je vais essayer de l'apprendre ou de le comprendre. On est rarement face à cette attitude. Alors vous parlez de beaucoup de choses, évidemment. L'école, c'est les élèves, c'est les profs, c'est les parents, c'est la hiérarchie, bien sûr. Vous parlez beaucoup de la hiérarchie, la manière dont on est traité, en tout cas les profs de base, enfin, même si on est agrégé, sont traités par la hiérarchie. Et je voudrais que vous parliez du pédagogisme, parce que on entend beaucoup parler du pédagogisme. C'est quoi, en fait, cette histoire de pédagogisme? Et vous dites que c'est à la racine de beaucoup de choses qui ne vont pas. Oui, c'est la racine du mal qui a été dénoncée depuis les années 80 par tout un tas d'intellectuels, Jacqueline de Romilly, Marcel Gaucher. Dès le début, on a alerté, parce que ça a existé aux États-Unis avant d'arriver chez nous, ça a été dénoncé par Christopher Lasch. Donc ça fait des années qu'on constate que ce qu'on entend par pédagogisme ne fonctionne pas. Alors le pédagogisme, c'est l'idée que le professeur ne doit pas apporter verticalement le savoir à l'élève, que c'est l'élève qui doit construire son propre savoir en autonomie. Donc ça favorise les activités de groupe, des choses comme ça. Oui. C'est le refus. De la répartition des chaises et les tables. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. C'est le refus d'un enseignement frontal qui serait une manière. Alors il y a l'idéologie bourdieusienne un peu qui est derrière aussi l'idée qu'on va écraser les élèves avec un savoir élitiste, avec une culture élitiste, et en fait au nom du refus de cette culture bourgeoise élitiste, c'est un refus de la transmission du savoir et de la culture. Oui, c'est-à-dire qu'en fait on nivelle par le bas. Oui, tout à fait. Et donc on adopte des méthodes soi-disant innovantes, mais comme je le dis, qui existent en réalité depuis les années 80 et qui ont fait la preuve de leur inefficacité depuis les années 80. Donc les cours en groupe, qu'on appelle prétentieusement cours en îlot, où le professeur circule au milieu des groupes, où les élèves fournissent un travail mou et en réalité bavardent la moitié du temps. Dans les cours de langue, c'est particulièrement dramatique parce que cette pédagogie moderne veut que les élèves soient en immersion dans le cours.
Donc on évite au maximum de faire apprendre du vocabulaire, de faire des exercices de grammaire. Mais on fait quoi alors? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire immersion justement? Eh bien, alors le professeur est censé ne s'exprimer que dans la langue, donc anglais, allemand, espagnol. Il n'est pas censé donner de consignes dans cette langue, sachant que les élèves ne comprennent rien parce qu'ils ont un niveau très très faible. Donc vraiment, on est dans l'absurdité totale. Ils sont mis en activité. Alors, il va y avoir beaucoup de choses, de documents audio, vidéo, d'images, dans lesquels on essaie de grappiller des petits éléments de compréhension. C'est extrêmement diffus. Moi, j'ai connu cet enseignement. Je suis sortie du lycée sans savoir faire une phrase en anglais. Hein. Ah oui, vous avez, je rappelle, vous avez 33 ans. Oui, donc, ce qui ne m'a pas empêché d'avoir 15 au bac, je pense. mais alors, je comprends pas. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est donc, on dit, voilà, c'est à l'élève de fabriquer pratiquement son propre savoir. Alors, qu'est-ce qu'on leur enseigne? Les profs, ils sont là quand même. Le personnel d'éducation nationale est un des plus importants de France et de Navarre. Oui, bien sûr, mais dans le pédagogisme, l'idée, c'est qu'il soit plutôt un animateur qui encadre des élèves mis en activité. Donc, par exemple, on va leur distribuer des tonnes de documents. Ils vont être mis en activité sur ces documents. Ils doivent chercher des informations dedans. C'est le refus du cours magistral, en fait. Ce qui est un gâchis phénoménal, puisque moi, je me souviens très bien que les seuls cours qui m'ont passionné dans ma scolarité, c'était des cours magistraux, où le professeur faisait vivre. L'histoire en particulier, c'était un gâchis phénoménal. Parce que... Vous dites que l'histoire, des pans entiers de l'histoire, ils ne connaissent plus. C'est ce que vous disiez. Alors, à cause de cette pédagogie, de la mise en activité des élèves, à cause de la nature des programmes aussi, qui fait que par idéologie, on balaye tout l'ancien régime, qui n'est pratiquement jamais abordé. Parce que c'était pas bien la monarchie. Oui, c'est ça. La France coloniale, c'est encore pire. Enfin, oui, donc il y a une histoire très, comme je disais, culture de la repentance qui est transmise, qui insiste beaucoup sur les thématiques toujours les mêmes. Colonisation, esclavage, conditions des femmes, ça revient de manière obsessionnelle, l'écologie, les migrants, etc. Ensuite, pour la géographie. Et il y a aussi, en plus, en histoire, quelque chose qui a été importé de l'université, c'est-à-dire le refus de faire une histoire qui repose sur les grands événements, les grands hommes. Donc c'est beaucoup par thématique et à travers l'économie. Par exemple, le 19e siècle, au collège, n'est abordé que par le biais de la colonisation et de l'industrialisation. Donc on ne voit aucun événement. Il ne voit pas la Restauration, il ne voit ni les révolutions de 1830-1848, le Second Empire est totalement escamoté. Donc les événements, les grands hommes, il n'y a rien. Donc même quand on étudie quelque chose comme la Révolution française... Il n'y a plus de grands hommes, quoi. Ça n'existe pas. C'est absolument pas vivant. Ça fait que même s'ils étudient la Révolution française, ils vont connaître la prise de la Bastille et la Déclaration des droits de l'homme. Ils ne vont pas connaître le serment du jeu de paume, ils ne savent pas qui est Mirabeau, Danton, Robespierre, ils ne les connaissent pas non plus. Non, la fuite de Varennes, tous ces événements marquants sont complètement ignorés. Et puis par idéologie, ils ont plus de chances de connaître Olympe de Gouges que Robespierre. C'est cette figure qu'on va mettre en avant dans les documents qui seront étudiés. Ouais, c'est assez hallucinant ça. Et justement, on va juste faire une petite pause, une deuxième petite pause, mais on va parler aussi des professeurs et de la hiérarchie, parce que c'est important. Restez avec nous sur Sud Radio. Le face-à-face d'André Berkoff revient dans quelques minutes. Et posez vos questions en direct à Ève Wagerland, la prof qui ne devrait peut-être pas dire ça. Rendez-vous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh oui, et l'éducation nationale, je vous dis pas, hein, par rapport à moi, je suis un monstre absolu de coolitude et de calme. Un prof ne devrait pas dire ça, Ève Wagerland, vraiment un livre qu'il faut lire. Hein, c'est un j'accuse quelque part de ce qui se passe, vraiment, et ça concerne des millions d'élèves, de parents, de grands-parents, ça concerne tout le monde. Et vous parlez du métier de professeur, vous parlez du métier de ce métier de prof, comme vous dites d'ailleurs, vous différenciez, vous avez raison, prof et professeur. Professeur, on dit oui, le professeur grand ponte de la médecine, le professeur... Alors là, c'est prof, c'est autre chose. Et vous ajoutez, là, dans votre livre, Ève Wagerland, le métier est fui par tous ceux qui peuvent le fuir. C'est vraiment ça aujourd'hui ?
il y a une espèce de grande lassitude, sinon de rejet d'un certain nombre de gens. Quand on voit la panique à chaque rentrée scolaire maintenant, pour qu'il y ait un professeur devant chaque classe, je pense que oui, il y a un énorme problème de recrutement. Il y a un problème de recrutement au CAPES. Il n'y a pas assez de candidats. Tous les ans, il y a un nombre insuffisant de candidats dans beaucoup de matières. Oui, ce métier est extrêmement déprécié. Il y a la question du salaire qui est très souvent mise en avant, mais comme je le dis dans le livre, tout réduire à une question de moyens, c'est un discours qui m'agace un petit peu, enfin même beaucoup en fait, de la part des syndicats, du corps enseignant. C'est vraiment cette pensée de gauche qui réduit tout à une question matérielle. Vous voulez dire, on ne peut pas parler des sujets qui fâchent. C'est ça, oui. C'est un manque de moyens. Alors c'est vrai pour le salaire des profs, hein, il s'est extrêmement dégradé. On gagnait dans les années 80 plus de 2 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,2 fois le SMIC. Donc il y a un appauvrissement de la profession. Ah oui, c'est passé de 2 fois le SMIC à 1,2. Ouais, c'est ça. Donc évidemment, le budget de l'éducation nationale est mal reparti. Il n'y a pas assez d'argent qui est mis dans le salaire des profs. Mais par ailleurs, ce budget est colossal. Il n'y a pas besoin de l'augmenter. Hein. La scolarité d'un élève par an, c'est pratiquement 10 000 €. C'est colossal. Donc maintenant, il faut accepter surtout de voir que c'est gratuit entièrement pour les familles. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Donc maintenant, il faut accepter de dire que le problème, c'est que on doit batailler à chaque heure de cours pour réussir à faire quelques minutes d'instruction réelle. Et il y a un nombre effroyable de collègues qui renoncent. C'est-à-dire indiscipline, affrontement, parce que vous racontez, vous donnez des anecdotes, j'aimerais que vous en donniez d'ailleurs une ou deux, par rapport à des adolescents qui font du bruit, et la manière dont la hiérarchie vous répond. Oui, vous avez ce climat d'insolence, il y a la question du bavardage généralisé, d'autant plus qu'on encourage ces pédagogies de groupe, en fait, qui sont extrêmement bruyantes, donc quand vous, ensuite, vous voulez faire, moi, ce que je considère comme un vrai cours, c'est-à-dire magistral, avec bien sûr des questions, des interventions des élèves, il ne s'agit pas de leur interdire de parler, mais vous voulez faire cours dans le silence et transmettre le savoir, les élèves ne comprennent pas en fait, ils vous prennent pour un fou de vouloir faire cours dans le silence, donc ils réagissent très mal. Parce que c'est de la bavardage permanent, Oui, c'est ça, et ensuite c'est un enchaînement permanent, donc vous allez reprendre un élève qui bavarde, il va vous répondre de manière très agressive par un j'ai fait quoi, qui est la réponse caractéristique, etc. Ensuite, vous pouvez par exemple lui demander de donner son carnet parce que voilà, il vous a mal répondu, il peut refuser de le donner. Dans ce cas-là, on est pris au dépourvu face à une insolence. Si vous voulez sanctionner, vous pouvez plus le faire pratiquement. Alors c'est très compliqué parce que par exemple donc vous prenez le carnet de cet élève finalement, vous voulez lui mettre une heure de colle, il va vous répondre que de toute façon il n'ira pas la faire parce qu'il estime qu'elle est injuste, et de fait s'il ne s'y rend pas, il n'y a aucun suivi de la vie scolaire. Il se passera rien. Il peut ne pas s'y rendre et il n'y aura rien. Alors c'est vous, en fait, c'est le professeur qui doit enquêter pour savoir si la colle a été faite ou pas, qui doit se soucier d'en remettre 2 heures pour que ça se passe, mais sachant qu'il y a beaucoup d'établissements où on ne peut pas mettre d'heures de colle parce qu'il n'y a plus de salle de permanence surveillée par des surveillants. Par exemple, dans beaucoup de lycées, il n'y a plus de salle de permanence. Et de toute façon, on nous explique en début d'année qu'il vaut mieux que nous assurions nous-mêmes les heures de colle, c'est-à-dire en recevant l'élève, en le recevant par exemple quand il y a une autre classe, en le mettant au fond de la classe. Alors ça pose des problèmes d'emploi du temps, de place dans la salle, parce que moi par exemple en français, j'ai toujours les élèves en classe entière, donc très souvent il n'y a plus une chaise de libre, donc je peux pas coller un élève, donc il faut s'arranger avec un collègue. Mais pour le jeune prof qui est comme moi TZR remplaçant, qui ne connaît pas tout le monde, ça va être très compliqué. Enfin, vous voyez comme c'est compliqué de mettre une sanction simple comme une heure de colle. Et ensuite, il y a les cas les plus pénibles où l'autorité du prof est complètement bafouée. Par exemple, vous excluez l'élève qui vous a posé un problème et quelqu'un de la vie scolaire, voire de la direction, vous le ramène de force en classe, en vous humiliant devant tous les élèves. Ça arrive. Vous voulez dire, ça arrive. En fait, la personne, la hiérarchie, le personne vient presque pas vous insulter, mais vous dire pourquoi vous l'avez mis dehors. Oui, c'est ça, en disant, en tenant un discours du type nous devons être dans une démarche d'inclusion. Je me souviens d'un chef d'établissement qui, dans son discours de pré-rentrée, avait fustigé les professeurs qui excluaient trop les élèves perturbateurs, et qui ensuite, les vilains, en profitaient pour faire cours tranquille, pour faire leur travail en fait. Et elle avait dit, je me souviens, vous leur devez des heures.
Donc pour moi, c'est l'inversion totale du rapport, c'est-à-dire le professeur doit être au service de l'élève, quelle que soit son attitude, même s'il refuse d'apprendre, s'il refuse de travailler. Et il y a cette idée que le savoir n'est pas quelque chose qui se mérite, qu'on doit se battre pour obtenir. C'est un dû et dont les élèves n'ont que faire, du coup. Parce que c'est un dû, mais c'est un dû dont certains élèves ne veulent même pas. Non, ils n'en veulent pas. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'effort à fournir, qu'il n'y ait pas à se battre pour être dans certaines classes, pour passer d'un niveau à l'autre, ça joue dans cette dépréciation du savoir dont je parlais, en fait. Et dites-moi, comment il se fait que, et vous dites dans votre livre, moi ça m'a frappé, c'était 1 ou 2 chapitres là-dessus qui m'ont frappé, vous dites que l'hierarchie en général prend parti presque systématiquement pour les élèves, enfin pour les élèves, je parle pour les élèves qui se comportent pas très bien, que pour les profs. Ils vont en tout cas très souvent leur chercher des excuses parce qu'eux-mêmes ont une énorme pression qui est mise sur eux pour ne pas sanctionner. En fait, un chef d'établissement, c'est mauvais pour sa carrière de multiplier les conseils de discipline, c'est-à-dire les exclusions de l'établissement. Oui. En fait, on considère dans l'éducation nationale que s'il y a beaucoup de conseils de discipline dans un établissement, c'est qu'il y a des problèmes et que l'établissement est mal géré. Alors que c'est le contraire, bien sûr. Si on fait des conseils de discipline, c'est qu'on essaie d'agir et de faire quelque chose. Et c'est donc, ça lui fait des mauvais points pour son avancement de carrière. Oui, ça lui fait de mauvaises statistiques. Voilà. Et donc, dans un système malade, en fait, chacun va essayer de faire retomber le problème sur le voisin. C'est logique. Et donc, ils font retomber le problème sur les profs qui doivent se débrouiller avec des élèves impossibles en classe, puisque eux ne veulent et ne peuvent pas les exclure réellement, ni les réorienter. Il y a pas assez de réorientation vers des apprentissages et la filière professionnelle. Donc on est là avec ces élèves de toute façon qui, quoi qu'ils fassent, passeront d'une classe à l'autre et ne seront jamais réellement exclus. Donc qu'ils aient travaillé ou pas travaillé, qu'ils aient été indisciplinés, complets ou pas, ça ne change rien. Il n'y a pas de redoublement. Donc non. Donc vous entrez en 6e sans avoir à lire, vous entrez au lycée sans avoir eu votre brevet. À ce point, Vergerland, à ce point. Aujourd'hui, en 6e, à l'entrée en 6e, on a pratiquement 30% d'élèves qui ne maîtrisent pas la lecture. 30%. Pratiquement, oui. C'était à 25 il y a encore quelques années, c'est passé à 27. Oui, et surtout quand on voit dans certains livres des copies des années 50-60, comment les élèves écrivaient en 3e même. Enfin, c'est assez étonnant. La différence est effarante, oui. Et en fait, c'est quoi ? Vous dites, c'est quoi ? C'est une espèce de laxisme, de laisser aller, de circuler et rien à voir. C'est ça, la politique de l'éducation nationale depuis des décennies ? Oui, il y a ce qu'on appelle le pas de vague. En fait, on met les problèmes sous le tapis parce qu'on refuse de les régler. On le voit bien avec la récente disposition du ministre pour la mixité sociale, en fait. Au lieu de se demander pourquoi il y a des établissements où on ne peut pas avoir une bonne instruction, pourquoi il y a des établissements où il y a de la violence, on se dit on va répartir le problème dans l'espoir de le diluer. En réalité, on le répand. Ah oui, c'est ça. C'est tout ce qu'on fait. On met 2 bonbons qui ne vont pas dans un bocal et le bocal est entièrement contaminé. Donc c'est cette manière d'essayer de diluer les problèmes au lieu de les affronter. C'est ça à quoi on est confronté constamment en fait dans l'éducation nationale. Et ça date de c'est pas nouveau, enfin ça date de quelques décennies. Non, bien sûr, sauf que ça s'aggrave en fait d'année en année parce qu'il y a un pourrissement de la situation. On a des élèves qui ont des habitudes d'indiscipline maintenant dès l'école primaire. Donc, Oui, parce que vous parlez d'exemples, enfin vous donnez dans votre livre des exemples d'élèves de 4e, oui, très jeunes. Très jeunes et qui se font un point d'honneur de se comporter justement en disant les profs, je m'en fous, etc. Qui peuvent déjà être très insolents, très violents dès la 6e. De toute façon, en fait, à partir du moment où il n'y a pas de sélection, les élèves sont très rapidement dans une logique d'échec qui les pousse vers la violence et l'insolence. Parce qu'ils ne peuvent rien faire. Imaginez un élève en 4e qui doit étudier les propositions subordonnées alors qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un COD ou un adjectif. Parce qu'on l'a laissé passer d'année en année et qu'il a 4-5 ans de retard scolaire. Il n'a rien d'autre à faire que de perturber. Et ce qui est étonnant, c'est que ce retard scolaire, on le laisse passer, on le voit, tout le monde le connaît, mais on fait comme si ça n'existait pas. Oui, tout à fait. Ça s'accumule jusqu'à la 3e, voire jusqu'au bac. Est-ce que nous avons des auditeurs ? Pas pour le moment. En tout cas, c'est le moment de nous appeler au 0826 300 300. Vos réactions en direct sur Sud Radio. André Berkoff, dans tous ses états, revient dans quelques instants. À tout de suite. Ici Sud Radio.
Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et c'est l'heure du face-à-face. Un prof ne devrait pas dire ça. Ève Wagerland est avec nous en studio. Et vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300. André, on ouvre le bal avec Franck qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Franck. Oui, bonjour Monsieur Berkov. Bonjour. Bonjour. Bonjour à votre invité. Merci, Bonjour. je vous écoute Franck. Alors, ça me parle beaucoup tout ce que Madame dit. Oui. Rapidement, moi j'ai récupéré ma fille lorsqu'elle avait 9 ans, parce que j'en ai été privé jusqu'à cet âge-là, et du coup, j'ai dû m'investir dans l'éducation et la scolarité de ma fille. Oui. Et là, j'ai compris beaucoup de choses, parce que, en fait, déjà, je me suis un peu impliqué dans sa façon d'étudier, et je me suis étonné de ne plus voir de par cœur. On travaille beaucoup. Ah oui, on n'apprend plus rien les par cœur, oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Les enfants, on leur fait travailler sur des choses très intuitives, ce qui fait qu'ils arrivent à s'en sortir d'année en année. C'est très imagé, c'est très illustré. Et alors, s'ils sont un peu intelligents, un peu malins, eh bien, ils arrivent comme ça à identifier la bonne réponse. C'est pas des QCM, mais on y est presque. Et en fait, il n'y a plus de par cœur, je me suis dit. Et comme pour les devoirs, excusez-moi, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Mais il y avait des devoirs aussi. Et je me suis dit, alors normalement, il paraît qu'en primaire, c'est interdit, mais ils avaient quand même des devoirs. Et je me disais, mais pourquoi on donne des devoirs à des enfants qui ont déjà des journées chargées? Et en fait, je me suis dit, mais... Alors, j'attends que Madame la spécialiste, la professeure, m'éclaire là-dessus. Mais je me suis dit, finalement, c'est une façon de diluer les responsabilités. C'est-à-dire que si on donne des devoirs et si l'enfant a des mauvaises notes, on lui dit, bah, vous travaillez pas assez. Notamment le travail personnel à la maison. Alors que, toujours en primaire, si on leur donnait pas de devoirs, eh ben, la responsabilité, elle va au prof parce que ça veut dire, enfin à l'instituteur, parce que ça veut dire qu'il a mal transmis et que les notions sont pas... Franck, je ne voulais pas que vous passiez les réponses parce qu'on a beaucoup d'auditeurs. Donc simplement, posez-nous le sujet. Hein. Des choses que j'ai identifiées, est-ce que votre invité peut me confirmer ou m'infirmer ce que je dis, quoi? Oui, mais alors justement, Franck, c'est intéressant. Voilà, elle est sa fille en primaire, soit plus de par cœur d'un côté. Ce constat est très juste. Tout à l'heure, on parlait du pédagogisme, et effectivement, il consiste à rejeter toutes les méthodes traditionnelles jugées rébarbatives, donc comme le par cœur, comme le fait de faire des lignes au primaire, ce qui fait qu'on a des graphies abominables et qu'ensuite on diagnostique les enfants dysgraphiques. Donc, dysgraphiques, c'est-à-dire qui savent pas écrire. Mais enfin, on les autorise à prendre un ordinateur en classe pour pallier ce problème. Et il y aura ChatGPT. Oui, voilà. Bientôt, mais on fait des diagnostics pour masquer en fait des carences scolaires. Donc, d'abord, effectivement, il y a cette question du refus du par cœur et des méthodes traditionnelles, ce qui fait que aussi ça masque l'absence d'instruction, parce que comme le disait Monsieur, on peut s'en sortir un peu de manière intuitive, tout à fait, parce qu'il n'y a pas d'exigence réelle, mais on arrive à s'en sortir quand même. Et je pense, alors moi je ne suis pas enseignante au primaire, mais je pense que cette question des devoirs est importante, et je suis d'accord avec vous. Si on instruisait correctement, les élèves passent énormément de temps en classe. Que ce soit au primaire, au collège, moi je trouve le nombre d'heures. De devoirs après en rentrant chez eux, c'est pas. Tout à fait, ça ne devrait pas être nécessaire si un travail sérieux était fait en classe, du moins pas autant de devoirs. Et effectivement, on fait retomber la responsabilité sur les parents pour diluer le problème, se renvoyer la balle. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il ne devrait pas y avoir besoin d'autant de devoirs. Morgane. Ça continue de sonner, André, au 0826 300 300. On accueille maintenant Majda qui nous appelle de Toulouse. Oui, bonjour Majda. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour à votre invité. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par rapport aux élèves, mais il y a une chose aussi, je pense, qui rentre en jeu là-dedans, c'est le manque d'éducation. Je pense qu'il y a un manque criant d'éducation aujourd'hui de cette génération. Ça c'est la première chose, mais j'aimerais juste apporter aussi une vision de parents. Moi, j'ai un enfant qui est en 3e et qui a quelques difficultés, mais bon, on essaie de le recadrer à la maison. Mais si vous voulez, je suis effarée par le niveau des professeurs aussi. Ah bon? Parce qu'en fait, écoutez, on reçoit des mails sur École Directe, donc il y a des professeurs, il faut une faute par phrase.
Une faute par phrase. Il y a aussi un autre point. Il a passé un brevet blanc en début d'année, juste pour qu'on leur donne un petit peu une idée de ce que ça peut être. Il est revenu défait. Et tous les élèves sont revenus défaits par les réflexions des professeurs qui leur disaient mais c'est nul, c'est n'importe quoi, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris à ce qu'on vous a pas dit. Parce qu'effectivement, on leur a donné aucun outil de présentation, de préparation, des slides, de comment on fait un oral, etc. Et alors ça, je l'ai remonté à sa professeure principale qui était en train de me dire mais vous n'allez pas m'apprendre je voulais pas lui apprendre son métier. Je suis pas là pour ça. Mais moi, j'ai appris à faire des slides. J'ai fait 12 heures de marketing pour faire des slides. Je veux dire, c'est des choses qui s'apprennent. On veut faire de l'oral, mais on ne leur apprend pas. Alors, moi, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui fait que les professeurs aussi, aujourd'hui, ont un manque peut-être de dévouement, de formation, enfin, de beaucoup de choses. Ève, alors, qu'est-ce qui se passe avec les professeurs, justement? Alors, beaucoup de choses. D'abord, c'est vrai que la dégradation du métier, c'est un cercle vicieux. Parce que ça s'auto-engendre. Plus le métier est dégradé, mal considéré, mal payé, moins on arrive à recruter, plus on va recruter de gens qui n'ont pas le niveau. Au primaire, dans les concours, c'est régulièrement noté maintenant qu'on recrute des gens effectivement qui ne maîtrisent pas l'orthographe correctement. C'est étonnant, des profs qui font des fautes d'orthographe dans leur mais mail, on recrute qui on peut. Ensuite, c'est vrai que pour ce qui est des carences en instruction, c'est ce que je dis tout le temps en fait, c'est qu'on n'a pas les conditions en classe, le calme pour instruire. Donc à la fin, oui, il va se produire des fois où les élèves vont être... il faut bien à un moment leur faire un brevet blanc. Oui, c'est ça, il faut qu'ils l'aient. Mais sauf que nous, on n'a pas forcément pu faire cours correctement avant. Voilà. Donc effectivement, on ne leur a pas forcément donné ce dont ils ont besoin pour faire ce brevet blanc. C'est un des problèmes. C'est un cercle vicieux, là. Oui, tout à fait. Le standard 0826 300 300. Pardon Majda, il y a Sandrine également qui nous a appelé. Elle nous appelle avec nous, Majda, mais on voudrait entendre Sandrine. Allez-y. Sandrine est avec nous. Oui, bonjour. Bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour Sandrine. Je suis très contente. Alors bon, moi je suis professionnelle agricultrice, mais en plus, en parallèle, de temps en temps, je donne des cours, mais dans un lycée professionnel pour la zootechnie. Et en fait, moi je me suis aperçue, effectivement, dans le lycée, que beaucoup d'élèves n'avaient certainement pas le niveau. Alors on veut effectivement leur apprendre à analyser des documents, lire des textes, mais en fait, ils n'ont pas les bases. Donc nous, moi je viens de la génération où effectivement, j'ai 50 ans, où on nous a appris les bases. Et en fait, on s'est aperçu, même beaucoup mes collègues, parce qu'on en parle souvent, ils sont obligés, en fait, même les CAP, tout ça et tout, de reprendre les bases, c'est-à-dire les multiplications, les divisions, tout ça. Ah oui, d'accord. La base de la base, quoi. Et eux, en fait, quelque part, ils sont contents parce qu'ils se disent ah ben oui, c'est vrai que c'est quand même, ça va plus vite si on le sait. Ben oui, voilà. C'était simplement cette remarque. Et après, et en tant que professionnel, on fabrique des frustrés. Je le dis ouvertement, je leur ai dit la dernière fois, bon moi c'est juste une option. Mais gentiment, la plupart vont s'installer. Donc ils veulent reprendre une exploitation ou ils veulent créer une exploitation. Et on s'est un petit peu, je les ai un peu secoués et je leur ai dit de toute façon, à un moment donné, il va falloir qu'à un moment donné, vous allez connaître l'effort. L'effort, vous allez l'avoir dans la vie professionnelle. Et si vous n'allez pas y arriver, enfin après derrière, on récupère. Il y a des problèmes, on le voit, des exploitations qui partent en faillite, des jeunes qui n'ont malheureusement pas pris de bonnes stratégies, mais c'est pas leur faute. C'est qu'ils ont été, à un moment donné, c'est très bien, vas-y, on passe, allez, il faut les laisser passer et la vie est belle. Ben non, la vie, elle n'est pas si belle que ça. Voilà, et puis il faut le travail. D'ailleurs, vous en parlez, vous, Eva Guerlain, justement. Ce que disait Sandrine, c'est intéressant, vous avez pratiquement les mêmes mots dans votre livre. Il faut quand même avoir des connaissances, s'il n'y a pas de connaissances, on ne peut rien faire. C'est ça, la question des connaissances de base. On parlait tout à l'heure du fait d'entrer en 6e sans savoir lire, alors que normalement ça s'apprend au CP-CE1. On devrait, quand on sort du CP-CE1 sans savoir lire, on devrait être dans des classes spéciales où on ne fait que ça. Tant que les bases ne sont pas acquises, voilà. Et ce que disait Madame aussi, c'est qu'il n'y a jamais d'acquis. C'est-à-dire que tous les ans, vous êtes censé avancer un programme nouveau, mais ils ne maîtrisent pas
ils sont la moitié à ne pas maîtriser les choses de l'année précédente. Ouais. Donc c'est épuisant. Et ensuite, sur la question de la frustration, c'est effectivement terrible parce que la bienveillance institutionnalisée fait qu'on les laisse dans une bulle où ils n'apprennent pas l'effort et ils vont se confronter ensuite dans la vie réelle. Ça va être terrible pour eux. Oui, parce que justement, la vie scolaire, etc., ne lui a pas donné le goût de l'effort et du travail. Mais du coup, ça pose le problème, ce que disait Sandrine, ce que vous dites, on veut faire de la mixité. Pape Dia, il ne parle que de mixité sociale aujourd'hui. Mais si on introduit dans les écoles des enfants, malheureusement, qui ne savent pas, en sixième ne savent pas lire et écrire, enfin, ou presque pas, ça pose un problème quand même de grave, non? Oui, on crée partout cette hétérogénéité qui fait qu'on ne peut pas travailler dans une majorité d'établissements. Cette hétérogénéité, mécaniquement, elle fait que les bons élèves perdent leur temps la moitié du temps. Ils attendent les autres. Carrément. Mais oui, bien sûr, vous faites une page d'exercice de grammaire. Il y en a dans l'heure, ils vont faire toute la page, une vingtaine d'exercices. Et pendant ce temps, il y en a qui seront arrivés à l'exercice 3. Ouais. C'est ça la réalité, notamment en collège. Donc ça fait perdre du temps à ceux qui sont arrivés. Oui. Les autres n'apprennent pas plus que ça. Non. Ouais. Voilà. Et la réponse de l'institution à ça, c'est la pédagogie différenciée, c'est-à-dire que le professeur doit se diviser en 2, en 3, en 4 pour enseigner à des niveaux différents. En même temps. Le même professeur, bien sûr. Le même professeur, en même temps. La schizophrénie à visage humain. C'est ça. À visage pédagogique, intéressant. On a peut-être le temps d'accueillir Guy qui nous appelle de Paris. En quelques mots, Guy. Bonjour Guy, on est heureux de vous recevoir, mais très rapidement parce que nous sommes hélas en fin d'édition. Allez, bonjour à tous et à toutes. Donc j'ai 73 ans. Déjà en 98, j'étais président d'une association de parents d'élèves dans une ville représentant une des 2 plus grosses associations de parents d'élèves de France. D'accord. Bien. On contrôlait donc à la fois le primaire et le secondaire. Et nous avions des rencontres quelquefois avec le ministère de l'Éducation nationale parce qu'on s'était rendu compte avec la secrétaire générale de cette association de l'état pitoyable de l'instruction dans notre pays. Il y avait 4 paramètres qui détruisaient, à savoir l'indiscipline, le non-investissement des parents, la non-protection des professeurs et la mauvaise qualité, la mauvaise méthode d'instruction. C'est les 4 chapitres qui se trouvent dans le livre d'Ève Guerlain. Vous voyez, sans avoir lu le livre, j'ai donné les 4 paramètres. Bien. On alertait, on se bagarrait et rien ne bougeait. Rien. Et principalement du côté de l'Éducation nationale. Et principalement du côté des parents. Alors nous, on demandait qu'il y ait de la discipline. La discipline permet à un enfant d'écouter. Et voilà. Merci Guy, merci. On va revenir sur ce sujet, et y compris Ève Guerlain, on pourrait faire, et on fera d'autres émissions là-dessus, parce que Dieu sait s'il y a à dire. En tout cas, Ève Guerlain, je ne dirais pas cet avis tient lieu de faire part, mais votre autopsie quand même est assez acérée, juste, et encore une fois, je recommande ce livre, lisez-le. Vraiment, vous apprendrez beaucoup de choses. Merci. Voilà. Merci à notre invité et merci à vous qui nous avez suivis. Berkoff dans tous ses états revient demain à 12h30. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye qui vous libère de votre anxiété pour une vie amoureuse heureuse. Avec plaisir. Bon après-midi avec Sud Radio.